les ultra-riches russes sont de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. C'est ce que nous indique le classement du magazine Forbes, qui s'est spécialisé, vous le savez, dans l'évaluation des fortunes et les classements, soit nationaux, soit internationaux. Nous sommes toujours avec Anastasia Kirilenko, peut-être Anastasia que vous connaissez, certains des riches dont nous allons parler maintenant, le général Perruche, Olivier Védrine et Jean de Glignasti. Je vous propose de regarder en chiffres ce que représente cette augmentation tout de même extrêmement étonnante. En mars 2022 étaient recensés 88 milliardaires russes par le magazine Forbes, avec les mêmes critères aujourd'hui. En avril 2023, il y en a 110, sachant que, je ne sais pas si vous pouvez le lire, c'est écrit entre parenthèses, et il y en a 5 qui ont renoncé à la nationalité russe. Donc s'ils avaient été encore russes, on en aurait recensé 115. En volume de la richesse, c'est presque encore plus impressionnant, puisque la richesse est passée de 353 milliards de dollars à 505 milliards de dollars en un an, d'un pays en guerre qui dépense des fortunes colossales. Et, pour être tout à fait précis, on a identifié les trois ultra riches russes qui sont sur le podium. Le premier s'appelle Andrei Melnychenko, avec la fortune que vous voyez, 25 milliards de dollars. Il est cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Eurochem, c'est de la chimie, producteur d'engrais. Il est sous le coup de sanctions internationales depuis mars 2022. Particularité, nous indique Forbes, il détient 2 yachts de luxe désignés par le français Stark. Voilà, c'est tout à fait anecdotique par rapport au sujet qui est très grave. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est sous sanction et que sa fortune prospère. Vladimir Potanin, le deuxième sur le podium. Et alors lui, il est dans le nickel. Il est surnommé le roi du nickel. Il a été vice-premier ministre de Russie entre 96 et 97. Ça a été bref. Mais il a été dans les rouages politiques au plus haut niveau. Troisième, Vladimir Lissine. Lui, il est dans la sidérurgie. Et il est président de la Fédération internationale de tir sportif. Donc, très important pour les Russes d'avoir ce type de pouvoir, parce que Poutine y est très sensible. Alors d'abord, sur la dynamique même de cette richesse russe qui s'accroît à mesure que Poutine fait durer la guerre. Jean de Glignasti, ne me dites pas c'est pas paradoxal. C'est surprenant, mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte que la période 2022 a été une période effectivement de cours très élevé des matières premières et de cours très élevé du rouble. Et donc, leur richesse en rouble, quand le rouble est très élevé, ça fait beaucoup de dollars. Donc, cours du pétrole qui était élevé, cours des matières premières, etc., qui étaient élevés. Donc, il n'est pas illogique que tous ces oligarques qui ont surtout investi dans les matières premières deviennent plus riches. C'est une explication que j'envisage. Olivier Védrine, c'est une explication. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Oui, non, tout à fait. Non, mais attendez, avouez quand même que c'est contre-intuitif, comme on dit couramment. Non, mais le rouble était haut par rapport au dollar, les matières premières aussi. Je rappelle que les sanctions contre les produits pétroliers, ça date du mois de décembre 2022. Donc les résultats, on les verra pour l'année prochaine. Et puis de toute façon, en période de guerre, certains riches deviennent plus riches. Il y a, je vous rappelle, toutes les sanctions qui ont été faites, ils ont aussi énormément eu leur propre agroalimentaire, leurs propres produits. Et puis, il y a cette période de guerre qu'on a connue en France, où des gens sont devenus très riches pendant la guerre. Absolument. Voilà. Et donc, ils prospèrent sur des trafics. Alors que le peuple, lui, s'appauvrit, les riches deviennent encore plus riches. Alors, les riches, les individus riches, ça n'est pas l'économie. On se souvient de la phrase de Bruno Le Maire, on va effondrer l'économie russe. On peut dissocier les deux. Mais tout de même, dans cette économie russe, il y en a qui tirent profit dans des proportions tout à fait étonnantes. Moi, je pense qu'ils ont réussi à s'enrichir en utilisant les paradis fiscaux. Donc, sur cette liste, M. Melnychenko, autant que je sache, avait un pied-à-terre à Monaco.
je ne suis pas sûre que Monaco applique les sanctions. Après, il y a toutes sortes de Belize, enfin même Nauru, un État de 20 km², et les oligarques russes sont habitués à ça. Donc, ils sont bien sûr dérangés. Alors, Anastasia, on parle souvent de la possibilité qu'il y ait une forme de rébellion à l'intérieur de la société russe qui déstabiliserait Poutine. Ça alimente évidemment le soutien à Poutine. Ces gens qui gagnent de plus en plus d'argent ne vont pas aujourd'hui dénoncer la guerre. Ils ne vont pas dénoncer la guerre. Eux, c'est quand même l'économie russe. Donc il y a des mines, des usines en Russie qui sont détenues par ces gens-là, et les gens vivent dans la misère. Je suis allée avec des reportages justement dans l'Ural et dans la Sibérie. Par exemple, les mineurs de charbon, ils sont contraints à enfreindre les règles de sécurité pour satisfaire Abramovich. L'élite qui pourrait amener une déstabilisation de Poutine. Ah non, si l'élite économique ou l'élite sur le critère de la richesse, elle ne va pas se révolter. Elle ne va pas mettre en cause la guerre. Il y a aussi des compromis contre tout le monde, comme une épée de Damoclès. C'est rarement la dernière chose. Il y a du compromis contre tout le monde comme une épée de Damoclès. Par exemple, Vladimir Lessine, il a été très proche du groupe criminel Ismaïlovo. Il y a ici un réfugié en France qui a perdu ses usines, c'est-à-dire Lessine et ses partenaires ont repris d'une manière illégale. Tout ça, le Kremlin le sait parfaitement, et en fait, il les tient. C'est ce que vous voulez dire, c'est qu'il les tient. Voilà. C'est ça, on n'en doute pas une seconde. Mais par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il soit pénalisé par la situation. Et par la guerre qu'a provoquée Poutine. Je prends l'exemple de Potanine. Potanine avait vendu un bon prix sa Rosbank à la Société Générale. La Société Générale a quitté la Russie. Elle a rendu à Potanine la Rosbank pour un rouble symbolique. Vous pouvez rajouter là-dessus, il y a 1 ou 2 milliards déjà qu'il a ramassé à l'occasion de la crise. Et on parlait des contournements des sanctions. Parce que par exemple, le premier sur le podium, monsieur Melnychenko, il est sous le coup de sanctions internationales. Il a tout transféré à son épouse. Il échappe aujourd'hui aux sanctions. Ils font tout le temps comme ça. Toujours. Donc là, évidemment, les sanctions n'atteignent pas leur cible. Le deuxième sur le podium, M. Potanine, lui, il est sous sanctions seulement depuis décembre dernier. Décembre 2022. Donc on verra si ça produit ses effets. Mais les sanctions n'empêchent pas l'enrichissement, à l'évidence. Mais toutes les entreprises françaises qui sont parties, comme vous disiez, elles ont été rachetées pour rien par les riches oligarques. Occidentales, oui. Voilà, ils ont fait main basse sur tous ceux qui sont partis, mais ils se sont enrichis aussi de ce côté. C'est la principale explication. Pardon ? Je pense que c'est la principale explication. Mais ça interroge. On commence cette guerre, vous savez... on se dit les sanctions vont étouffer l'économie russe et évidemment la richesse va diminuer en ce qui concerne les individus, la population. C'est vrai pour celle qui est en bas de l'échelle, c'est pas vrai pour celle qui est en haut de l'échelle du tout. Vous savez, toutes les sociétés qui sont en économie de guerre subissent des transferts, si vous voulez. En général, le peuple s'appauvrit et les plus riches profitent de la guerre. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous pouvez prendre la Deuxième Guerre mondiale aussi bien que la guerre actuelle. Et l'explication, elle est là, avec un fort taux d'inflation, 15 à 20%, qui fait que les gens de la base s'appauvrissent parce qu'ils payent tout plus cher, mais les intermédiaires et puis ceux qui commandent les chaînes de distribution s'enrichissent puisqu'ils touchent davantage d'argent en pourcentage. Jean ? Oui, il y a des éléments nouveaux qui apparaissent dans l'économie russe, c'est que grâce à l'inflation et à cause de la guerre, il y a une tension sur la main-d'œuvre et les salaires sont en train d'augmenter de façon phénoménale. Ça, c'est nouveau. C'était pas le cas l'an dernier. La Russie a subi une baisse de pouvoir d'achat de 13% depuis 10 ans. Et là, ça redémarre. Donc, en fait, ils ne sont pas... Mais ça n'explique pas l'enrichissement des oligarques. Non, ça, c'était autre chose. Alors, je voudrais qu'on aille quelques instants à Ramstein, en Allemagne, où se réunissent, et peut-être qu'ils vont évoquer cette question-là aussi, des sanctions inopérantes. Ce sont les pays alliés qui se réunissent à Ramstein, en Allemagne. Vous savez que c'est le pays où il y a régulièrement des sommets autour de la question ukrainienne. Là, c'est au niveau des ministères de la Défense qu'a lieu ce sommet.
il est question évidemment de l'Ukraine. Et voilà ce qu'a déclaré le ministre américain de la Défense, qu'on a vu au centre il y a quelques instants, à son arrivée. Le soutien de la communauté internationale à l'Ukraine demeure fort. Les alliés de Kiev sont plus unis que jamais dans leur appui aux forces de la liberté. 1 an et 2 mois après la guerre, ça c'est quand même une satisfaction. Le soutien à l'Ukraine n'a pas faibli. On a passé quand même des mois à s'interroger sur la faculté des pays alliés à rester unis autour de l'Ukraine. Maintenant, il y a un socle de soutien qui ne s'étiole pas et qui n'est pas menacé. C'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une information quand même qui peut surprendre par rapport aux Cassandres qui disaient que ce ne serait pas le cas. Ça concerne l'Occident. Oui, non, mais je parle des pays alliés en Occident, voilà. D'accord ? Et le front reste uni. Et le front reste uni, et en fait, tout le monde attend, il faut dire, c'est pour ça que la pression psychologique est très grande sur l'Ukraine, tout le monde attend la bataille, et on arme l'Ukraine pour cette bataille qui va être décisive. Après, la question des négociations, c'est à ce moment-là que les nuances vont apparaître. Oui, mais pour l'instant, ça tient, et rappelez-vous, Jean, sur ce plateau même, disait ça ne tiendra pas. L'Ukraine est très inquiète, et aussi, est-ce que on a ausculté les déclarations des républicains aux États-Unis, les déclarations entre les pays européens. Pour l'instant, ça tient. Et ils sont réunis aujourd'hui pour évoquer évidemment les armes dont a besoin l'Ukraine. Et en réalité, ce ne sont pas des armes lourdes, par exemple, qui sont en question aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne la maintenance et la logistique. Parce que c'est le nerf de la guerre, si je puis dire. Bonjour Claire Cambier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct de Ramstein. Vous suivez ce sommet pour LCI et TF1. Et effectivement, c'est ça l'enjeu aujourd'hui de l'Allemagne. Et ce n'est pas un petit enjeu, c'est très important. Oui, le secrétaire général de l'OTAN a prévenu dès son arrivée. Il ne fallait pas s'attendre aujourd'hui à des grandes annonces de livraison d'armes lourdes. Pourquoi ? Parce que ces livraisons, elles ont finalement déjà été actées. D'ailleurs, on le sait, une 50aine de tanks Léopard 2 sont déjà arrivés sur le sol ukrainien. C'est également le cas de 17 MiG-29. Vous savez, ces avions de chasse, des antennes de véhicules blindés ont été livrés, des systèmes de défense anti-aérienne comme les Patriotes cette semaine. Selon Stoltenberg, vous le disiez, il faut donc maintenant assurer la maintenance de l'existant, c'est-à-dire envoyer des munitions, de l'essence, des pièces détachées, assurer la logistique. C'est aussi ce qu'a indiqué d'ailleurs Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense, lors de son discours d'ouverture. Alors cela sera-t-il suffisant ? Beaucoup de responsables parlent d'une aide sur le long terme, as long as it takes, a encore dit Austin ce matin, aussi longtemps qu'il le faudra. On s'est donc demandé si finalement la contre-offensive allait payer. Est-ce que cela signifierait vraiment la fin de la guerre, la victoire pour l'Ukraine ? On a posé la question à Stoltenberg. Je vous propose d'écouter sa réponse. Personne ne peut dire aujourd'hui quand la guerre se terminera. Les Ukrainiens sont capables de progresser fortement et vous pouvez avoir une paix durable prochainement. Mais personne ne peut en être certain, donc il faut être prêt à une longue guerre. Mais quand la guerre s'arrêtera, il faut que l'on soit sûr qu'elle s'arrête vraiment, avec une véritable paix. C'est pour ça que l'on doit renforcer notre engagement sur le long terme avec l'Ukraine. Et c'est pour ça que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est essentielle pour le secrétaire général. Il l'a d'ailleurs invité cet été, en juillet, à la prochaine réunion qui aura lieu à Vilnius. Claire Cambier, en direct de Ramstein pour LCI, à suivre la déclaration finale de ce sommet à 16h30. Ce sera en direct sur LCI. Il faut que la maintenance suive. Il faut que la tendance suive, comme disait-on. Il faut que la maintenance suive. C'est très important. Il ne suffit pas d'avoir des grosses pièces, des chars lourds. Il faut pouvoir les faire tourner. C'est ça l'enjeu. Bien sûr, mais il faut surtout une planification qui permette aux Ukrainiens de tenir dans la durée. Et comment ça se calcule ? Ça se calcule en évaluant l'effort russe en quantité et en qualité.
Et en fonction de ça, il faut calibrer ce dont les Ukrainiens auront besoin. J'allais dire que économiquement, le rapport de force est très en faveur des Occidentaux, parce que si on ajoute les PIB des 46 pays de Rammstein, on a plusieurs dizaines de fois le PIB de la Russie. Donc normalement, économiquement, c'est possible. Après, ce qu'il faut, c'est qu'en qualité, en quantité, et donc en maintenance, en logistique, il faut tenir dans la durée. Et c'est à ça que servent les réunions de coordination de Rammstein. Et ce sera très important aussi donc pour bien verrouiller la contre-offensive. Juste un mot, parce qu'hier, le secrétaire général de l'OTAN a rendu une visite surprise à Kiev, à président Zelensky, qui a redit « Il est temps pour l'OTAN d'inviter l'Ukraine, il est temps pour l'Ukraine d'être membre de l'OTAN », ce à quoi Peskov a répondu, le porte-parole du Kremlin, et bien que justement c'était pour empêcher cela que la guerre avait été déclarée. Vous pensez que voilà, il va essayer de gagner du temps, Stoltenberg? Non, pour l'instant, c'est très symbolique, parce que l'Ukraine déjà a signé un accord dit Enhanced Opportunity avec l'OTAN, c'était en 2020. L'OTAN est dans l'Ukraine, il accompagne, il forme les soldats, etc. etc. Et de toute façon, l'OTAN, en cas de paix, sera garant, que l'Ukraine soit dedans ou pas, sera garant de la sécurité de l'Ukraine. Donc pour l'instant, c'est purement théorique, c'est une question de symbole. Vous pensez que pour Moscou, ça fait des années que l'Ukraine demande quand même, depuis 2020 je crois, officiellement... Avant 2008. Depuis très longtemps donc, plus encore depuis l'invasion russe, évidemment. C'est une ligne rouge pour Moscou ou plus maintenant, puisque elle-même dit qu'elle est en guerre contre l'OTAN. C'est une ligne rouge qui a été fixée dans le passé, mais maintenant ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Quand vous avez 300 Léopard 2, 40 000 hommes ukrainiens qui sont formés par les forces de l'OTAN, etc., l'OTAN est dans l'Ukraine. Il y a la Finlande qui vient d'adhérer à l'OTAN, et donc la frontière de la Russie avec la frontière commune avec l'OTAN s'est élargie, je pense, 2 fois. Non, mais merci beaucoup, Anastasia. Pas l'erreur de 2008, acceptons l'Ukraine dans l'OTAN. Merci beaucoup, Anastasia Kirilenko, Olivier Védrine, Général Perruche.